Ce soir à l'émission, la disque s'invite à l'école. Les jeunes, on constate, consomment de moins en moins de musique d'ici. Et des revendications régionales pour la Marche mondiale des femmes. On est toujours à revendiquer puis à surveiller nos droits. En entrevue, je reçois l'autrice Marianne Marquis-Gravel pour son récit « Toi comme hier ». Toi comme hier, là, c'était un dialogue qui était plus métaphysique. Je m'entretiens également avec Mélanie Hébert du Centre Libérel à propos du 8e volet de la BD documentaire « Vivre Mirabel ». Quand elles prennent leur retraite, elles se retrouvent des fois devant comme rien. Bienvenue à Accès local. Mardi 14 octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie d'Héloïse Lagacé. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Claude. Alors, Héloïse, La Disque lance la 2e édition de La Disque à l'école. Exactement. Donc, la DISC, évidemment, qui est l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, lance pour une 2e année consécutive sa trousse numérique, qui est généralement désignée pour les enseignantes et les enseignants du secondaire, donc pour les élèves de 13 à 17 ans. Ça permet de rejoindre les jeunes et de leur faire découvrir la musique d'ici. Et j'ai pu m'entretenir avec Ève Paré, directrice générale de la DISC, à ce sujet. Donc, le format qui a été imaginé, ce sont des trousses numériques. Ce sont une quinzaine d'artistes cette année qui s'ajoutent à la vingtaine de l'an dernier, qui ont produit une vidéo qui s'adresse aux élèves en classe avec une biographie, une photo, l'enregistrement en format MP3. Et cette année, une nouveauté, on a eu recours au service de spécialistes en pédagogie pour proposer des activités à faire en classe à partir des chansons qui sont proposées. Et quels sont les artistes qui figurent dans cette trousse? Oui, donc l'année dernière, on avait une vingtaine d'artistes. On parle de Bleu Jeans Bleu, d'Alyosha Schneider, Andréane Amalette, Sale Barbe, Les Trois Accords, bref, l'embarras du choix. Et puis cette année, on a ajouté une quinzaine d'artistes. On parle cette fois-ci d'Ariane Moffat, Deux Frères, Fred, Jay Scott, Velours, bref, beaucoup d'artistes. Et puis, c'est tous des artistes qui sont soit eux-mêmes ou qui ont leur chanson nominée au Gala de la Disque qui va avoir lieu le 9 novembre prochain. Vous dites que c'est la 2e édition, mais ça n'a pas déjà existé sous une forme ou une autre? Exactement, Claude. En fait, c'est pas la première fois que ça a lieu. Avant la pandémie, on avait déjà une première version justement de trousse numérique pour rejoindre les étudiants du secondaire, mais ils ont revu la formule. Donc, c'est la 2e année que c'est sous cette forme-ci. C'est disponible sur le site web de la DISC. Les enseignantes et les enseignants peuvent s'inscrire pour avoir accès à la trousse numérique au complet, mais c'est aussi disponible sur Télé-Québec à l'école ou Curio, qui sont 2 plateformes disponibles pour les enseignantes et les enseignants. Et on voit justement ce genre d'initiative-là prendre de l'ampleur, mais on voit tout de même une baisse de l'écoute de la musique francophone chez les jeunes, particulièrement les 13 à 17 ans dans les dernières années. Il y a une étude de la firme Léger qui affirme en 2022, en fait, que 78% de la population écoute souvent de la musique francophone, mais cette statistique-là est à 60% pour les 13 à 17 ans, donc il y a quand même un fossé entre les deux. Et les jeunes écoutent généralement de la musique dans 84% des cas sur des plateformes sur leur cellulaire, donc soit justement des plateformes d'écoute de musique en ligne ou les réseaux sociaux. Et au Québec, en streaming, les chansons francophones ne représentent que 5% des chansons qui sont présentées, en fait. Donc, largement sous-représentées comparé, par exemple, aux musiques anglophones, pardon. C'est presque moribond. C'est ça. Donc, vraiment nettement moins représenté aux jeunes de 13 à 17 ans. On peut écouter Madame Paré à ce sujet. Bien, déjà, il y a un défi. On a parlé beaucoup de découvrabilité dans les médias au cours des dernières années. À l'ère numérique et l'hyper-personnalisation, les jeunes, on constate, consomment de moins en moins de musique d'ici. Donc, c'était vraiment de créer un lien particulier entre les artistes et les étudiants. Évidemment, c'est difficile pour les artistes d'aller visiter toutes les classes, mais le numérique nous permet ce lien direct-là. Donc, de faire découvrir les textes, de faire découvrir les musiques et créer cet attachement-là pour nos musiques. Et est-ce que la réponse des enseignantes et des enseignants est positive? Définitivement très positive. L'an dernier, on voyait déjà des résultats. On parle de 2500 enseignantes et enseignants qui étaient intéressés, qui se sont inscrits pour avoir accès à la trousse numérique. Évidemment que Mme Paré souhaite que ce mouvement-là prenne de l'ampleur. Et généralement, comme j'ai dit, cette trousse-là est
pour les jeunes du secondaire, donc les 13 à 17 ans, mais on voit un fort engouement aussi pour les enseignantes et les enseignants du primaire, donc encore plus jeunes. Et puis, avec l'engouement actuel, Mme Paré nous explique ce qu'elle souhaite en fait avoir comme impact auprès de ces jeunes-là à long terme. Que les jeunes s'approprient la culture québécoise, qu'ils découvrent les artistes, qu'ils les aiment, qu'ils les adoptent, éventuellement quand ils seront un peu plus vieux, qu'ils aillent les voir en spectacle ou même encore aujourd'hui avec leurs parents. Merci Héloïse, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la Marche mondiale des femmes. À plus tard, Claude. Tourisme Mirabel annonce la tenue de la toute première édition du marché d'Halloween de Mirabel le samedi 25 octobre de 11h à 21h au Centre culturel Saint-Benoît. Le public est invité à découvrir les kiosques intérieurs de plusieurs artisanes et artisans présentant des créations et des produits sous le thème de l'Halloween, en plus d'animations familiales en journée et d'activités pour adultes en soirée. Des camions de restauration seront accessibles tout au long de l'événement. La Nuit des Sans-Abri est de retour pour une 21e édition à la Vieille Gare de Saint-Jérôme ce vendredi 17 octobre. De midi à 16h30, plusieurs organismes viendront présenter leurs services et sensibiliser la population à différentes réalités liées à l'itinérance. Dès 17h, il sera possible de participer à une marche de solidarité, d'assister à des prestations musicales et humoristiques, d'entendre des témoignages et de rendre hommage aux disparus. Cet événement se veut un moment de sensibilisation à la réalité des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, tout en mettant de l'avant les ressources disponibles. Le Cégep de Saint-Jérôme et Tricentris, une coopérative québécoise spécialisée dans la récupération et la valorisation des matières résiduelles, annonce une collaboration dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement du pavillon F. Au lieu d'envoyer à l'enfouissement les matériaux ayant un potentiel de seconde vie, ceux-ci seront triés par Tricentris pour être réemployés, transformés ou remis en circulation. Cette initiative permet la pratique de l'économie circulaire et la réduction de l'empreinte écologique. Avec Toi, comme hier, l'autrice Marianne Marquis-Gravel propose un récit poignant qui porte sur les 3 derniers mois qu'elle a vécu auprès de son amoureux, l'écrivain Simon Roy, décédé le 15 octobre 2022 d'un cancer du cerveau, et sur la longue période de deuil et de reconstruction qui a suivi. Elle est avec nous pour en parler. Marianne Marquis-Gravel, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est votre 2e livre. Il y en a eu un autre avant qui s'appelait « Dans la lumière de notre ignorance », qui raconte votre histoire d'amour, en fait, votre rencontre avec Simon, jusqu'à cette tempête là, qui est venue tout chambouler. C'est un livre qui avait été écrit assez rapidement, publié même avant la mort de Simon. Ils font partie de la même histoire, ces 2 livres-là, mais est-ce qu'ils ont été écrits, j'imagine, pour 2 raisons complètement différentes? Oui, bien non, en fait, la raison est la même, c'est de... J'avais besoin de poursuivre un dialogue avec Simon. C'est juste que le contexte était complètement différent. Oui, pour le premier livre, en fait, Simon, il passait ses journées au lit. Donc, il dormait toute la journée. Et donc, je l'avais tout près de moi, mais je ne pouvais pas lui parler. Puis, lui, donc, le cancer atteignait la zone du langage. Donc, c'était aussi difficile d'avoir des discussions avec lui qui étaient pleinement profondes. Là. Donc, quand il dormait toute la journée, moi, je n'avais pas la tête à... Donc, je ne pouvais pas aller travailler parce que j'étais proche aidante aussi. Il fallait que je lui donne ses pilules, tout ça. Alors, je me suis retrouvée dans un espèce de temps étrange où je ne savais pas quoi faire, mais j'avais la tête occupée, le cœur occupé. Je ne pouvais pas parler à mon chum qui est juste à côté. Donc, je me suis mise à lui parler par l'intermédiaire de mon ordinateur. Donc, il était présent physiquement, mais pas nécessairement mentalement. Mais au moins, quand il se réveillait, là, il y avait un dialogue qui se créait. Il lisait les textes, je lui lisais les textes. Alors que pour le 2e, Toi comme hier, là, c'était un dialogue qui était plus métaphysique, dans le sens où là, je poursuivais le dialogue avec le Simon qui n'est plus là physiquement, mais qui m'habitait encore intérieurement. Donc, quand il est décédé, c'est sûr que j'avais encore plein de trucs à lui dire. D'ailleurs, ce titre, Toi comme hier, ça, c'est un bout de phrase qu'on retrouve dans un poème de Gaston Miron, « Je t'écris ». Si on met la phrase au complet, « Je t'écris pour te dire que je t'aime ». Et c'est exactement ce que vous faites en vous adressant à Simon dans ce livre-là. Vous lui parlez là, comme s'il était à côté de vous. Et là, je m'adresse peut-être à la prof de littérature, mais d'un point de vue strictement littéraire, qu'est-ce que ça permet de faire, ça, cette adresse directe à son sujet? Bien, moi, c'est venu naturellement.
J'avais besoin de cette intimité-là parce que j'arrivais pas à nous regarder de l'extérieur, tu sais. Mais c'est sûr que ça crée l'intimité que je recherchais, l'intimité que je voulais recréer avec Simon, que j'avais justement, tu sais, on s'est fait enlever très rapidement. Et entre le diagnostic et la mort, il y a eu 18 mois. C'est rapide, mais c'est long. Mais en même temps, quand c'est le langage qui est touché, quand c'est certaines zones cognitives qui sont touchées, on s'est fait rapidement enlever une part du dialogue auquel on aurait eu droit. Oui. Donc, j'ai comme repris ça, l'adresse à la deuxième personne, au-dessus, à Simon. C'est une manière un pied de nez à la maladie, un peu, de dire non, moi, je le poursuis quand même, le dialogue, même si on me l'a enlevé, en quelque sorte. Oui. Il y a beaucoup de questions, évidemment, de la maladie, de la mort de Simon dans ce livre-là, mais aussi très amplement du deuil très intense qui a suivi tout ça. Mais en même temps, c'est plein de vie, ce livre-là. Il y a des pages qui rigolent, il y a des pages qui sentent la cannelle, qui sentent la sauce à spaghetti, c'est plein de musique, de jeux, etc. Est-ce que c'était votre intention initiale de présenter cette histoire-là comme une expérience de laquelle, oui, on sort transformé, mais quand même vivant? J'avais pas d'intention quand j'ai commencé à écrire, mais ça s'est rapidement placé comme ça. Même pour le premier, je pense pas que c'est un livre qui est larmoyant ou c'est sûr qu'il y a des moments intenses. Là. Dans le deuxième, je raconte la mort de Simon, l'aide médicale à mourir, parce que ça s'est passé à la maison, il a fait ces choix-là, tout ça. Mais je crois que c'est Simon qui continue. Simon était comme ça. Quand il a eu son diagnostic, il a passé peut-être 2-3 jours à être triste, puis après ça, il a dit non, sais-tu quoi, ça va être la plus belle année de ma vie à placer. Puis il en a fait la plus belle année de sa vie. Alors, c'était difficile pour moi, comme proche aidante, d'être plus minée que le malade. Là. Je pouvais pas me lever le matin puis être triste alors que mon chum était de bonne humeur. Oui, tout à fait. Alors, il m'a appris ça. Moi, j'étais pas... Je pense pas que moi, j'aurais réagi de même à sa maladie, si j'avais eu ce diagnostic-là. On dit ça, mais on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas. Non, c'est vrai. Mais il y savoir. avait cette force-là, tu sais, en lui depuis. Tu sais, il y a eu une enfance difficile, sa mère s'est suicidée, etc. Donc, il a toujours porté cette espèce de non, ben, on se retourne de bord, puis on en profite. Puis, ben, il m'a appris ça. Donc, même après, dans le deuil, on dirait qu'il me répondait quand je me donnais le droit d'être triste, là, je me donnais le droit à tout ça, mais. Souvent, à un moment donné, après 2-3 jours, je me disais, non, là, t'es vivante, tu sais, c'est une chance. Alors, ça s'est fait naturellement, mais je pense que c'est Simon qui continue à germer en moi, là, qui me dit, ouais, t'es vivante, go. C'est un exercice qui est d'une très grande qualité littéraire. Là, je le mentionne pour ceux qui penseraient que c'est un livre témoignage. Là. C'est une œuvre d'art. Et je vais vous poser une question qui est peut-être un peu délicate, mais comment est-ce qu'on parvient à faire de la littérature quand on écrit sur un sujet aussi profondément intime et personnel? Je crois que c'est une manière peut-être de créer un genre de... En se mettant en scène, en créant un personnage de nous-mêmes, ça fait dévier un petit peu la souffrance. Tu sais. Ouais. Donc, en le mettant en littérature, j'aurais pas pu le raconter de manière brute. On dirait que ça aurait été trop dur. Trop proche de moi. Ça vous permettait de prendre une distance un peu? Je dirais, ou de mettre de l'ordre dans le chaos, tu sais, parce que les sentiments qui se mélangent, le chaos intérieur, bien là, au moins de l'ordonner, de mettre un récit là-dessus. Ça vient comme donner une forme à ce qu'il n'y en a pas, à ce qui est trop difficile à accepter, puis au moins de dire, ben, je vais faire quelque chose d'esthétique. Je vais donner, disons, je vais cristalliser notre histoire dans quelque chose de beau, tu sais. Mais je ne sais pas comment faire la littérature. C'était juste une manière... Ça s'est fait comme ça. Ça a pris cette forme-là naturellement. Ouais, c'est ça. C'est des choses qu'on peut pas retenir. Est-ce que, mais quand vous vous êtes mis au travail, étiez-vous encore en plein au cœur de la tempête? Pour le deuxième livre, ça a été fait beaucoup plus en lenteur et en douceur que pour le premier. Ouais. Le premier, c'était dans l'urgence. Là. Je l'ai écrit et je savais que Simon pouvait mourir n'importe quand. Donc, j'avais besoin d'écrire. C'était quelque chose... J'ai pas eu le temps de travailler nécessairement l'écriture comme je l'aurais voulu parce que... Bien, je crois l'avoir travaillé, mais je voulais que Simon voie le livre. Oui. Simon voulait voir le livre. Alors, le livre est sorti puis il est décédé 3 semaines après. Là. Exactement, il y a 3 ans, en fait. On est le 14 octobre, là, donc il est décédé le 15. Mais pour le deuxième, j'ai pris le temps parce que j'étais dans une espèce d'univers parallèle de deuil où j'avais plus la notion du temps. J'étais hors du monde un petit peu. J'avais pas toujours envie de me mêler à la société autour de moi. Fait que j'ai écrit
beaucoup plus en lenteur, en douceur. Vous évoquez dans ce livre-là l'effet du temps sur les choses. Ça c'est une chose qui m'est apparue terrible, là, avoir à se battre contre l'effacement du souvenir. Hein? Et vous dites à un moment donné aussi, je n'arrive pas à penser que j'apprivoise ma privation de toi. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus douloureux, moi, dans ce livre-là, en tout cas à mon sens. Oui, bien, c'est que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas le contrôle, tu sais. Ouais. Le deuil, on dirait, tant que t'es pas dedans, comme moi, je le voyais de l'extérieur, je me disais, ah oui, c'est ça, il paraît qu'il y a des étapes, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on est dedans, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais. Il n'y a pas d'étapes définies. Puis là, quand tu dis, ah, mon Dieu, ça fait 2 jours que j'ai pas pleuré, ça fait 2 jours que j'ai même presque pas pensé à Simon, alors que c'était une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, je l'aime encore profondément, tellement forte. Je me dis, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le contrôle sur ça. Et oui, c'est le fun à un moment donné de ne plus pleurer à tous les jours, mais il y a quelque chose de douloureux de dire, est-ce que je suis en train de laisser aller quelque chose? Est-ce que je suis en train de l'abandonner? Qu'est-ce que c'est, tu sais? Donc, mais vous dites aussi, j'ai plus besoin de te parler parce que je t'ai absorbé complètement. La consolation, je pense, elle est là. Est-ce que vous en avez fini avec tout ça? Êtes-vous en train d'écrire autre chose? Non. Bien, j'ai des idées, mais j'en ai fini, je pense, au niveau littéraire pour cette histoire-là. C'est sûr que elle va toujours m'habiter, là. Simon, dans le quotidien, je sais, il y a des gestes que je pose, je me dis, ah, ça, c'est Simon, tu sais. Ouais. Mais je pense que pour l'écriture, parce que reste qu'à chaque fois aussi, ça me replonge. Quand je suis, justement, comme avec vous, par exemple, je revis à chaque fois aussi ces moments-là. Donc, il y a quelque chose de beau. Ça me ramène à Simon, mais en même temps, ça me fait revivre toujours. Ça me ramène comme un élastique à la maladie puis à la mort. Ouais. Alors, j'ai un peu envie pour la suite, peut-être de me concentrer sur la vie avant la maladie, dans mes souvenirs, tu sais. Et comme ça, c'est sûr qu'à chaque fois... On a très hâte de lire ça. En attendant, moi, j'invite les gens à lire Toi comme hier, ouvrage de 160 pages. On appelle ça un récit qui vient tout juste de paraître chez Le Méac. Marianne Marquis-Gravel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci. La compréhension limitée de nos ancêtres de la langue de Shakespeare a donné certains des plus beaux fleurons de la parlure québécoise. On connaît tous la fameuse bécosse, un mot dérivé de back house, cette toilette rudimentaire qui prenait la forme d'un petit bâtiment d'aisance derrière la maison, que les Acadiens de Louisiane appellent aussi le cacatoire. Dans le même esprit, notre croque-mitaine québécois, le bonhomme 7 heures, tire aussi son nom d'un anglicisme. Ce nom fait référence au bone setter, le ramancheur. Ancêtre du chiro, ce médecin populaire qui pratiquait avant que la science ne devienne la norme dans la pratique médicale, avait pour tâche de replacer les os brisés et corriger les luxations. On imagine bien la terreur qu'un tel personnage pouvait faire ressentir. Plus pittoresque encore, le fameux Dig-it-in viendrait d'une métamorphose de Dig-it-in, un ordre que les contremaîtres anglophones auraient donné aux ouvriers canadiens-français pour qu'ils reprennent le travail avec entrain. Quant à Tigidou, l'expression pourrait effectivement sonner résolument anglaise, mais ses origines demeurent toutefois nébuleuses. Ici, on a l'enclos du féroce passé antérieur. Il n'a pas été facile à dompter. Il eût été difficile à dompter. Avec de la chance, vous pourriez voir le plus que parfait du subjonctif, mais on le voit rarement. Triste, j'aurais aimé que vous eussiez vu. Et là-bas, le bassin des raies, malheureusement vide, de Trévéros, scie se sont introduits et on sait que malheureusement, les scies mangent les raies. Ouais. De ce côté, on venait admirer les petites cédies, ils sont toutes cute. Mon mot préféré, c'est magnifique parce que je trouve que la clientèle avec qui je travaille a un courage magnifique pour traverser tout ce qu'ils ont à faire pour venir vivre au Canada, au Québec. La Corporation de développement communautaire de Mirabel ajoute un 8e volet à son projet de bande dessinée documentaire intitulé « Vivre Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire » qui porte cette fois sur l'isolement des femmes aînées. J'en discute avec Mélanie Hébert, coordonnatrice du Centre de femmes Libérel. Madame Hébert, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bon, d'entrée de jeu, là, je précise que la mission de votre organisme s'articule autour de l'autonomisation des femmes, la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité. Vous accueillez des femmes de tout âge, mais il y en a une bonne partie d'entre elles qui sont des aînés. Alors, aidez-nous d'abord à comprendre toute l'ampleur du phénomène de l'isolement vécu par les femmes aînées.
Oui, comme vous dites, on accueille des femmes de 18 ans et plus, mais une majorité de nos membres sont des femmes aînées. Ce qu'on voit présentement, ce qu'on entend, c'est beaucoup en lien avec, par exemple, la proche aidance. Donc, les femmes vont se retrouver dans une posture de proche aidante. Donc, ça va amener peu à peu peut-être un isolement. Donc, s'occuper d'un proche malade. Au début, elles vont se débrouiller, elles vont pouvoir quand même vaquer à leurs occupations, mais elles vont sortir d'une certaine culpabilité de vivre leur vie et de laisser la personne malade. Donc, elles vont s'isoler davantage là, et moins pouvoir faire leurs activités. On a aussi tout l'aspect de la santé, donc la perte de l'autonomie, donc santé physique, santé mentale, cognitive. Donc, on a des femmes qui sont très actives au sein de notre organisme dans leur quotidien, puis tranquillement, du jour au lendemain, elles vont perdre ces capacités-là, donc elles vont moins pouvoir sortir et faire ce qu'elles faisaient avant. On a tout l'aspect aussi financier, donc la précarité financière amène les femmes à s'isoler, donc à devoir faire des choix, ne plus pouvoir suivre leurs amis, leur famille dans certaines activités. Les femmes parlent beaucoup de dignité financière, donc elles se retrouvent un peu dans une situation où elles ont honte aussi. De devoir choisir entre faire une activité ou manger. Donc, le choix... Donc, c'est une problématique qui est très, très large. Ouais. Vous apparaissez dans cette BD en compagnie de Marie-Lou Coursol. D'ailleurs, avez-vous aimé vous voir? C'est spécial. Oui, c'est spécial. D'emblée, Marie-Lou Coursol, c'est votre adjointe, elle est aussi intervenante. Oui. Et d'emblée, vous attirez notre attention sur le fait que l'isolement, c'est un phénomène qui est silencieux, hein, qui n'est pas spectaculaire. Ça alourdit un peu la situation, ça, cet aspect-là. Oui, c'est comme insidieux. Les femmes, ce qu'ils nous disent souvent, elles ont des carrières, elles ont élevé leur famille, elles ont été des conjointes. Quand les enfants s'en vont, quand elles prennent leur retraite, elles se retrouvent des fois devant comme rien. Donc, elles se retrouvent un peu seules là-dedans, un peu perdues. Donc, le fait, par exemple, de fréquenter notre organisme ou un autre organisme fait en sorte qu'elles reprennent un peu, elles reprennent contact avec des personnes, créent des liens. Sinon, elles restent isolées à la maison. Donc, Et jusqu'à quel point le désengagement de la famille fait partie de l'équation? La plupart des femmes, nous disent qu'elles sont bien entourées. C'est pas nécessairement un isolement sans famille, sans proches. C'est plus dans le fait de se retrouver un peu avec rien devant. Elles se sentent inutiles. Elles sont des mères, des conjointes. Donc, se retrouver en tant que femme, des fois, ça peut être difficile. Oui, on a des femmes qui sont plus seules. Oui, c'est vrai, la solitude. Des femmes qui ont eu des passés en violence conjugale. On en a qui se retrouvent seules aujourd'hui et elles trouvent ça difficile. Donc, le fait de briser l'isolement, de rencontrer d'autres femmes, de créer des liens, c'est sûr que ça les aide à sortir un peu de cette impasse-là. Il y a un autre phénomène que vous abordez, qui est abordé dans cette BD-là, qui contribue à aggraver le problème, c'est celui de l'infantilisation des personnes âgées. Est-ce que ça touche les femmes différemment? Oui, on a vécu dans la pandémie, surtout, les femmes ont eu l'expérience difficile de se faire dire de rester à la maison, de ne pas sortir. Bien, il y a les hommes aussi, mais les aînés en général trouvaient ça infantilisant. Certaines nous ont dit « J'ai toujours vécu ma vie, je suis capable de faire mes choses. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup sur la confiance, l'estime, donc l'affirmation de soi. Donc, c'est sûr qu'on amène les femmes à s'affirmer davantage, mais on voit que c'est quand même, pour certaines, difficile. Elles ont eu des expériences, peut-être, justement, d'avoir été infantilisées ou diminuées, peut-être, en tant que femme. Bien, écoutez, en terminant, je rappelle qu'on peut trouver les planches de cette BD documentaire qui est réalisée par l'artiste Juliane C.L., du moins celles qui ont été publiées jusqu'à maintenant, sur le site web de la Corporation de développement communautaire de Mirabel. Mélanie Hébert, coordonnatrice du Centre de femmes libérales, merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci de m'avoir reçu. On est de retour avec Héloïse Lagacé. Il y a la Marche mondiale des femmes, qui est un grand événement qui va se tenir en fin de semaine à Québec, mais ça a été précédé par des initiatives locales. Exactement, Claude. Donc, la capitale nationale, cette année, reçoit la Marche mondiale des femmes, la grande marche qui a lieu tous les 5 ans à travers le monde. Et puis, en vue de cette marche-là, comme tu l'as mentionné, plusieurs villes des Basses-Laurentides ont organisé leur propre marche entre le 23 septembre et le 9 octobre sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde ». Et puis, TVBL était sur place le 9 octobre dernier à Sainte-Thérèse pour justement assister à une de ces marches-là. On vous présente un reportage là-dessus ce soir.
La Marche mondiale des femmes a lieu à tous les 5 ans. Ça le dit, c'est mondial. La dernière fois que ça aurait dû avoir lieu, c'est en 2020, c'est la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Cette année, ça a lieu à Québec, le 18 octobre. Plusieurs villes de la MRC, pas juste la MRC, des Laurentides, à chaque journée, fait une activité comme ça de visibilité. On appelle ça En marche vers la marche mondiale parce qu'on y va. On est toujours à revendiquer puis à surveiller nos droits au niveau de l'avortement et tous ces sujets-là qui touchent les femmes. C'est de s'assurer d'être solidaire et de faire en sorte qu'on maintienne ces droits-là. C'est un peu aberrant qu'on soit là en 2025. Mais, on a une société qui éprouve beaucoup de difficultés puis qui est éprouvée, notamment depuis la pandémie. Là. Fait que puis tout le monde est un peu écorché, fait que ça rend les gens un peu à vif, puis ça crée malheureusement des féminicides. C'est important que les gens de la région de Sainte-Thérèse sachent qu'il y a des ressources pour les femmes aussi. Il y a des ressources pour les hommes, mais il y a des ressources pour les femmes. C'est que des fois, juste de venir se déposer avant qu'il se passe des situations difficiles. Ici, aujourd'hui, il y a des femmes du CIUS-CSN, syndicat CSN, du CIUS, Carrefour Jeunesse Emploi, l'hébergement violence conjugale, le Militon. Il y a Calax L'Ancrage qui lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y a probablement il y a la CEF aussi, l'économie familiale. Les ressources de Sainte-Thérèse femmes, surtout, sont ici. Puis j'ai vu qu'on avait un conseiller municipal. C'est important qu'on soit vu aujourd'hui pour faire la promotion du 18 octobre, mais aussi de la solidarité ici au niveau régional, au niveau local. Le chapelet de souliers s'en vient au centre rayon de femmes ensuite. On va le suspendre à la haie qui est sur les coins des Jardins Ouest et de la rue Belle-Île. C'est le symbole de la marche, en fait. Donc, vers la marche, on marche avec les souliers. Fait que c'est le symbole là, qui reste, qui a été choisi là, pour la marche mondiale. Puis les gens sont invités à venir signer, dans le fond, une revendication. Pourquoi ils veulent marcher dans un droit pour les femmes. Ils peuvent écrire sur le soulier. C'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir les moyens de se déplacer, mais ça leur permettait de participer aussi puis entendre leur voix. Tout le chapelet va être là jusqu'au 18 octobre pour rappeler à tout le monde qu'il y a une marche mondiale des femmes le 18 octobre. Merci Héloïse, on se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter l'ensemble de la programmation sur le site tvbl.ca et regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.